Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Aujourd'hui, je reçois au micro Émilie Lebrun, qui est l'hôte du podcast Libère ta boîte. Avec Émilie, on a parlé d'entreprise libérée, parce qu'elle a réussi à mettre en place ses concepts dans sa propre boîte. Alors si je ne sais pas ce que c'est que l'entreprise libérée, ne t'en fais pas, on va prendre le temps de détailler tout ça ensemble pendant l'interview. Mais sache qu'on va parler de grille de salaire transparente, horaires libres pour les salariés, oui, vraiment, je t'assure que c'est possible, ou encore gestion du télétravail et de la confiance associée. Émilie nous livre tous ses conseils, ses réflexions et tout ce qu'elle a pu mettre en place dans son entreprise, justement pour la libérer, gagner du temps pour elle, mais aussi avoir une meilleure sérénité, une meilleure gestion d'équipe et des salariés heureux de bosser avec elle. Je te laisse découvrir cette interview et je te retrouve à la fin. Bonjour Émilie, je suis ravie de te recevoir dans l'épisode du jour du podcast Feedback. En fait, on a commencé à échanger ensemble il y a quelques semaines sur LinkedIn. Et comme je l'ai dit aux membres de Manager 360 tout à l'heure, ça a été un vrai coup de foudre professionnel, en tout cas pour ma part, parce que on a parlé de plein de concepts et notamment de l'entreprise libérée. Et je voulais impérativement t'inviter sur le podcast pour que tu puisses nous parler de cette entreprise, un peu d'un nouveau genre et que, en fait, on peut quand même mettre en place aujourd'hui dans la plupart des sociétés ou des entreprises, petit pas par petit pas. Donc, je voulais que tu viennes nous en parler aujourd'hui. Donc déjà, je vais te demander de te présenter et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à t'intéresser à ce concept d'entreprise libérée. Bonjour Elodie, déjà je suis ravie. Effectivement, pour revenir sur ton introduction et sur le côté un peu coup de foudre, moi ça fait un petit moment que je te suis, que je suivais ton podcast et ton site et j'étais là, il va falloir qu'on arrive un peu à échanger parce qu'effectivement on a beaucoup de thématiques en commun. Donc encore une fois, merci de m'avoir invitée, d'avoir fait le premier pas et puis que je puisse comme ça essayer effectivement de partager un peu mon histoire et puis ce que je peux expérimenter sur l'entreprise libérée. Donc je m'appelle Émilie Lebrun, j'ai 46 ans, bientôt 47. J'habite à Lyon, ancienne parisienne, et je dirige depuis maintenant plus de 14 ans une agence web qui s'appelle Woodenit, qui a deux particularités. La première, c'est qu'on est spécialisé sur un CMS qui s'appelle WordPress, donc il y a tout le côté open source et la philosophie qui va avec. Et je pense que ça a aussi joué sur l'inspiration de l'entreprise. Et la seconde particularité, c'est qu'à un moment donné, on a basculé dans un 100% télétravail. Et cette bascule, en fait, a entraîné une remise en question complète du modèle de l'entreprise et à ce côté, effectivement, libéré au fur et à mesure. Donc là, ça fait quelques années, si je dis pas de bêtises, depuis 2016, qu'on est passé justement en 100% télétravail. Et ce changement fait aussi que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps. Je peux faire d'autres choses dans mon entreprise, donc ça me laisse du temps pour notamment avoir mon propre podcast, pour accompagner également des dirigeants vers la voie un peu de cette libération, de cette sérénité. Et tout ça, je peux le faire uniquement parce que j'ai 100% confiance dans mes salariés et que à la limite, mon entreprise aujourd'hui tourne sans moi en fait. Donc j'ai vraiment connu les deux facettes, l'entreprise où tout passe par moi et l'entreprise où presque plus rien ne passe par moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne sers à rien, parce que je suis quand même utile pour la partie managériale, fondation, etc. Mais l'activité en elle-même au quotidien se passe toute seule. L'opérationnel tourne sans toi. Exactement. Et je me souviens que tu avais cité une image qui m'avait marquée, que tu étais passé du manager policier au manager jardinier, c'est ça? Exactement. Et j'arrive plus à retrouver dans quel livre ou dans quelle conférence j'ai entendu ça. Mais quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce que j'étais clairement une manager policière, mais vraiment je reproduisais tout ce que je me faisais comme image et tout ce que j'avais vu avant, en fait. Donc, j'étais là pour pointer, pour faire des petites remarques quand les personnes partaient trop tôt, et puis à me dire tous les matins, faut que je sois là à la première pour savoir qui arrive, qui fait quoi, fallait que tout passe par moi, je contrôle tout. C'était l'horreur. Enfin, je sais pas si ça a été autant l'horreur pour eux que pour moi, mais non, c'était vraiment ce côté très policier. Alors qu'aujourd'hui, je me sens effectivement comme ce jardinier qui regarde son jardin qui pousse tout seul. Et puis je suis là, tiens, cette plante, comme elle va, tiens, elle a peut-être besoin d'un peu d'engrais, ou cet engrais-là, ça lui plaît pas, je vais changer d'engrais, voir si ça marche mieux. Et puis là, je vois qu'il y a besoin d'un tuteur, d'un bac un peu plus large. Voilà, c'est vraiment ce côté, je regarde mon équipe, je regarde les besoins, je regarde l'entreprise, je fais je fais un peu ci, un peu de ça, et puis ça continue de grandir, en fait.
Ouais, j'avais adoré l'image, donc je vais me permettre de la piquer. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Ouais, ça m'avait marqué. Et quel a été du coup vraiment ton déclic pour se transformer autant? Parce que de ce que tu décris, tu avais l'air d'être à fond dans le micromanagement. Du coup, si je me permets, tu étais à fond dans tous les clichés qu'on peut lire de tout ce que le management ne doit pas être. Mais quel est ton déclic qui t'a fait passer de cette attitude-là à cette posture de jardinier? Comme tu dis, effectivement, il faut un déclic. Et pour vraiment qu'il y ait cette transformation, il faut un premier déclic du dirigeant. Ça n'a pas été côté salarié, c'est vraiment moi qui me suis pris en fait plusieurs claques, qui fait que d'un coup, en fait, j'ai changé de regard. Donc, il faut vraiment s'imaginer qu'on avait un open space à Paris, avec vraiment, moi, en tête, le modèle de l'entreprise tel que je le voyais dans les films dans les années 80. Hein. Donc, l'open space, les personnes qui travaillent continuellement. Et puis, j'imaginais qu'un jour, j'aurais une grande bâtisse à la Défense, la tour en verre, enfin, la totale. J'étais vraiment là-dedans. On n'était pas en tailleur, heureusement, mais c'était un peu ça l'idée. Et donc, tous les matins, on était dans le RER, serrés comme des sardines, mais c'était normal. Enfin, c'est le monde du travail, il était comme ça. Et puis, il faut partir tôt parce que sinon, on a les bouchons. Et puis, il faut rentrer tard parce que c'est important. Enfin, j'avais vraiment tout ça en tête. Mais en fait, je savais pas qu'il y avait autre chose qui existait. Enfin, je n'imaginais pas, en fait, qu'il y avait une autre alternative. Pour moi, c'était ça le monde du travail. Et pareil, les managers que je côtoyais, ils étaient vraiment, exactement comme ce que je faisais. Et encore, je me trouvais presque plus sympa que ce que j'avais pu, moi, connaître, en fait. Et un jour, on va voir une conférence à Sofia, ça en 2013. Et une conférence, et il y a cette personne qui est donc dans l'organisation d'une agence, qui est exactement comme nous, une agence WordPress, mais beaucoup plus grande que la nôtre, qui avait, je crois, au moins 3 fois plus de personnes, et qui raconte un peu comment il travaille avec son équipe. Et il explique que le matin, il va faire du surf, qu'après, il fait un Zoom avec son équipe, qu'ils s'échangent, qu'ils ont le Trello pour s'organiser, et qu'en fait, tout le monde travaille à distance, à travers la planète. Je fais punaise. Ah ouais, donc on peut travailler en allant faire du surf comme ça, et avec d'autres personnes qui sont dans d'autres villes. Et là, je découvre le télétravail. Et je fais, ah ouais, donc on a un peu con, excuse-moi l'expression, de s'infliger ça, alors qu'en fait, on pourrait faire autrement. Donc on est rentré à Paris, et puis on en discute avec un de mes salariés qui me fait, bon, moi je commencerai bien, jeudi, vendredi, je fais du télétravail. Et là, je me suis dit, oh là là, alors attends, faut que je contrôle, faut que j'aie sûr qu'il soit joignable. Donc ok, on va mettre des règles. Voilà, on va mettre des règles que entre telle heure et telle heure, machin. Enfin, on a mis le début, j'ai envie de dire, d'une charte télétravail sans savoir que c'était ça. Pour dire, voilà, de telle heure à telle heure, faut que tu sois joignable si jamais on a des questions, tout ça. On a mis 2-3 règles en place, et puis ça s'est très bien passé. Et puis on s'est mis tous à un peu le faire, doucement en fait. Donc ça, c'était la première claque, du coup, qui m'a commencé à me faire lâcher prise sur certaines choses. Et la seconde claque, qui était beaucoup plus violente, ça a été en 2015, parce que on avait essayé une croissance externe, on avait essayé de fusionner avec une autre agence. On était dans leur bureau, enfin voilà, les choses avaient été assez loin. Et en fait, ça s'est fini du jour au lendemain. C'est-à-dire que le deal s'est interrompu paf d'un coup. Et on s'est retrouvés presque, entre guillemets, sur le trottoir avec mon associé. Et on s'est dit, mais en fait, là, c'est chaud. Est-ce qu'on va s'en remettre? Est-ce qu'on va repartir? C'était un peu compliqué. Et c'était la même semaine que les attentats à Paris, qui nous ont quand même pas mal secoués parce que c'était dans le quartier. Et là, moi, je me suis dit, j'en peux plus. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de connaître autre chose. J'échange pas mal avec d'autres personnes de la communauté. Et il y a quelqu'un qui a une start-up qui me dit, si tu veux... Nous, on est à Lyon, on pourrait travailler ensemble. Je me suis dit, oui, je peux avoir plusieurs activités en même temps. Allez, hop, c'est parti, je pars à Lyon. Et hop, on est passé comme ça, presque sur un coup de tête, sur un 100% télétravail. Et donc, j'ai pas eu le choix que de complètement lâcher prise. Et du coup, comme j'étais à Lyon et que mes salariés étaient sur Paris, on a commencé à recruter un peu dans la région lyonnaise. Et progressivement, l'équipe en 2016 est passée 100% télétravail. Et là, du coup, le fait de se donner la liberté de repartir autrement, et de fréquenter ce monde des startups qui avait beaucoup d'avance sur nous, sur d'autres façons de manager, d'autres façons de penser, l'agilité, etc. Tout ça m'a donné plein de nouvelles idées en tête. Et depuis, ça n'arrête pas. Je n'arrête pas de regarder ce qui se passe ailleurs, de voir comment on peut faire mieux, comment on peut repenser les choses autrement. Et très clairement, sans l'échec de cette fusion, je pense qu'on sera encore à Paris dans des bureaux. Et on ne connaîtrait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc grand merci à cet échec. Et je pense qu'il faut en passer par là. Faut se prendre une bonne claque pour réussir aussi à se donner un peu ce côté urgence, on n'a pas le choix. Là, faut changer, en fait. Parce que quand on est un peu dans son confort, etc., on voit pas forcément l'intérêt de bouger maintenant. Je dis toujours qu'il faut un acte fort pour qu'on se rende compte des choses. Il y avait ça, et le second, c'était le vrai pourquoi qui me poussait de me dire, voilà, maintenant, je suis persuadée qu'il y a une alternative. Et une fois qu'on l'a vu, c'est fini. C'est-à-dire qu'on peut plus revenir en arrière, en fait. Une fois qu'on a conscience qu'il y a d'autres modèles d'entreprise,
et qu'on voit les bénéfices ailleurs, c'est fini. Enfin, terminé le management à l'ancienne, c'était terminé. Voilà. Et les recrutements qui sont venus grâce à cette philosophie avaient aussi, eux, cette mentalité. Et donc, ça a construit cette culture d'entreprise progressivement qui font que j'ai surtout tout lâché en mode, allez-y, vu que je vous fais confiance, c'est parti. Alors, j'aime beaucoup tes déclics, du coup, parce qu'ils sont de deux sortes. C'est une rencontre, on va dire, voilà, une conférence. Alors, des fois, ça peut arriver que ça soit un livre, effectivement, une personne, une rencontre, un concept qu'on a vu d'un coup et qui nous parle à ce moment-là, à l'instant T. Et on se dit, waouh, en fait, c'est possible, il y a autre chose. Et cette notion d'échec aussi que tu as raconté, où, comme tu dis, ça a été un peu la baffe dans la figure, mais tu as su rebondir, tu as su en tirer une leçon. Et j'aime bien parce que tes déclics, du coup, ont été faits en 2 phases. Et j'adore ton parcours, du coup, qui t'a amené à ça. Et surtout, la prise de recul et la remise en question que tu as dû faire aussi personnellement, toi, en tant que manager, en tant que dirigeante, pour oser transformer les choses et pas rester dans ce que tu avais appris, ce que tu avais vu et ce que tu mettais en place. Il faut quand même une sacrée confiance en soi aussi et du courage pour faire ça, je trouve. Je pense qu'au-delà du courage ou de la confiance, c'est surtout, je souffrais de la situation moi-même en premier. Et c'est pour ça, je pense que si le dirigeant ne souffre pas de la situation de son entreprise, c'est difficile de pivoter, en fait, de ne tenir compte que de la vie des salariés. C'est-à-dire que moi, je suffoquais dans cette ambiance parisienne, dans ces bouchons, dans vraiment cette entreprise à l'ancienne, j'étais fatiguée. Et effectivement, le fait de voir une autre image m'a suffi à moi me projeter dans autre chose, en fait. Et en fait, des fois, on a juste besoin de ça. J'avais lu un livre hyper intéressant sur le cerveau et sur comment on bat des records du monde. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un bat un record du monde, tout le monde le fait derrière. Parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est possible. Exactement. Une fois qu'on sait que c'est possible, c'est là, en fait, le déclic. Donc, je pense qu'au-delà, voilà, du courage, c'était vraiment se dire, OK, pour moi, ça va me faire du bien. Et ça me suffisait, en fait. Je pense pour avoir l'envie, en fait. Oui, pour passer à l'action et embrayer les choses. Alors, dans ce que tu as raconté, tu as précisé que c'est vraiment le télétravail qui a été un des vecteurs importants de cette transformation. Quelles ont été aussi les autres étapes parce que pour moi, OK, le télétravail a dû jouer d'une certaine façon, mais passer du micromanagement à un management plus basé sur la confiance, le télétravail suffit pas. On l'a bien vu depuis le Covid. Beaucoup d'entreprises sont passées au télétravail et ça n'a pas résolu les questions de management derrière. Donc, quels sont les autres petits pas, les autres petites actions, les premières étapes que vous avez aussi mis en place pour transformer ton entreprise? Alors déjà, le télétravail, on a eu la chance de le faire progressivement. C'est-à-dire que contrairement aux entreprises qui l'ont connu pendant la Covid et qui se sont mangées, on saute dans le grand bain et c'est à 100% tout de suite, nous, on a pu le faire progressivement. Et le fait de le faire progressivement, moi, ça m'a permis d'identifier ce que je lâchais au fur et à mesure. Du coup, j'identifiais que, OK, le fait que je vois plus la personne, OK, fait que je vais être obligée de lui faire confiance et me dire qu'elle travaille. Et donc, OK, si je dois penser ça, vu que je ne peux plus juger à sa présence, à quoi je vais juger que la personne travaille? Et là, on bascule sur OK, donc maintenant, c'est le résultat que je vais regarder. Et à la limite, peu importe que la personne elle l'ait fait jeudi soir ou vendredi matin, je m'en fiche du moment qu'à la fin de la semaine, la maquette était faite, en fait. Et le fait vraiment de passer cette étape-là de confiance fait que progressivement, on dit OK, sur les horaires, maintenant c'est fini, maintenant sur les moyens, c'est fini. Ça a été vraiment progressif. Mais en même temps, pour moi, c'était, et ça l'est toujours encore, compliqué parce que j'ai tendance à soit tout lâcher, ou soit, je prends toujours l'exemple de dire, soit je prends les personnes qui savent pas nager et je les balance dans le grand bain et je me dis non, ils vont y arriver, ou soit je les prends, je les mets dans le petit bain, je leur mets la perche, les bouées tout partout pour être sûr que la personne se noie pas. Mais je savais pas que ça s'appelait du micromanagement. Et je savais pas qu'il y avait un extrême plus que ça. Enfin, je connaissais pas les mots, je ne savais pas forcément la réflexion philosophique ou technique de ce que je faisais. Donc, du coup, à chaque fois qu'on se prend un mur, on ajuste en fait. Soit je lâchais trop, soit il manquait des informations. Je me disais, OK, comment la semaine prochaine, je peux récupérer ces infos. Et le fait que, et je pense que ça, c'est un des points les plus importants, que ça devienne mon activité principale de penser à ça, et que je sois plus dans la recherche du client, l'opérationnel, fait que j'avais aussi une bande passante qui me permet de me concentrer sur les outils, les moyens de communication, sur comment on fait progressivement pour que moi j'ai les informations, que les salariés aient aussi les informations pour justement avancer. Et puis le télétravail a amené aussi la charte télétravail qui nous a forcé à nous poser des questions sur les disponibilités, sur les horaires. Et c'est là où on s'est dit du coup les horaires sont libres. Donc maintenant si à 11h tu vas aller faire du sport, c'est OK. Et du coup pour moi aussi ça a été super. Ça veut dire que maintenant moi la journée si je fais autre chose. Je peux commencer, je peux faire un 7h-10h, de 10h à midi aller au sport. Et donc tout ça, en fait, progressivement, s'est mis en place.
Et je pense que la flexibilité des horaires est sûrement la chose la plus facile, entre guillemets, sur laquelle commencer. Parce que aujourd'hui, nous, c'est devenu tellement naturel que j'ai du mal à imaginer que dans d'autres entreprises qui ne sont pas en relation client en direct, toujours pareil, ne puissent pas avoir des horaires flexibles parce qu'en fait, rien ne nous empêche on n'est pas obligé de faire 9h, 17h, on n'est pas obligé de faire lundi ou vendredi aussi, ça c'est encore un autre truc, mais voilà, on est tous calés là-dessus, alors que c'est quoi le problème en fait, de effectivement lâcher un peu tout ça. Et puis je pense que ce qui a vraiment fini la bascule, ça a été quand on a travaillé sur la grille de salaire. Alors là, ça nous a libérés, et moi la première, de tellement de choses. Ça nous a libérés de ce côté individualiste de la négociation du salaire. Ça a facilité le recrutement parce que le salaire est annoncé. Du coup, la personne qui vient sait exactement quel salaire elle va toucher. Il n'y a pas le stress de la négociation. Il n'y a pas le petit jeu de je demande plus, machin, pour essayer d'avoir le chiffre que je veux en tête, etc. Il n'y a plus tout ça. Il y a une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Il y a une vraie égalité entre plein de profils. Donc, ça met un climat ultra sain dans l'entreprise. Et donc, tout ça continue d'engendrer un cercle très vertueux dans lequel on continue d'évoluer, en fait. Donc, c'est vraiment plein de petites étapes. Ce qui est sûr, c'est que personne peut commencer par le lâcher-prise complet du premier coup. Oui. Voilà. La flexibilité des horaires, c'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer. En tout cas, pour commencer. Le plus simple opérationnellement, mais en mindset, c'est en état d'esprit et en perte de contrôle du manager aussi sur le travail des salariés. C'est peut-être facile à mettre en place d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue état d'esprit, pour moi, c'est simple. C'est peut-être le principal pas à faire pour la confiance. Mais il y en a beaucoup qui... Peut-être que ça a été simple pour toi, mais je pense que c'est pas simple pour tout le monde, en tout cas. J'ai du mal à le comprendre, en fait. Mais alors, j'ai du mal à le comprendre, c'est facile à dire maintenant, en fait. Et oui, voilà. Après coup, forcément. Après coup, voilà. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi, à l'école, y en a qui aiment pas venir tous les jours à la même heure ou qui ont du mal le matin, en fait. Parce que, et là, encore une fois, faut lire, faut se renseigner sur notre biorhythme, etc. Il y a des personnes qui ont du mal à se lever le matin de bonne heure, en fait. Du coup, faut en tenir compte. Et quand on commence à se poser ces questions-là, en fait, tout le reste devient naturel. Mais effectivement, on est tellement dans ce modèle de pour réussir, faut se lever tôt. Combien de stories je vois passer sur Instagram où les personnes parlent de leur morning routine, à 5h ils sont levés, ils font du sport, machin, et que c'est comme ça que les gens réussissent. Waouh, punaise, si t'es du matin, c'est cool si t'es du matin, tu vois, mais si t'es pas du matin, t'infliges pas ça, en fait. Si t'aimes travailler le soir, travaille le soir. Et quand on se dit ça pour soi-même, en fait, et qu'on se libère soi-même de ses contraintes, après, c'est facile de le faire pour les autres. Et peut-être que le manager ne s'autorise pas lui-même à se lâcher, en fait. Oui, c'est souvent ça. Par rapport au regard des autres, par Bien rapport sûr. à je vais être moins crédible, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. C'est souvent aussi, je dois arriver avant mes salariés et finir après, parce que l'image, l'exemplarité, tout ça. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et qu'on a du mal à se libérer de ces carcans, du coup, qu'on a en tant que manager, ça c'est sûr. C'est le plus compliqué, je pense. C'est vraiment de se laisser tranquille, en fait, et de faire la paix avec le fait que, bien sûr, parfois je me le dis quand je discute avec des amis qui sont entrepreneurs et qui m'expliquent qu'ils n'arrêtent pas de travailler et qu'il y a que comme ça qu'on réussit. Moi, je suis là. Non, pas toujours, quoi. Oui, il y a des moments où faut être focus, faut être dans le deep work, faut être concentré. Ça, oui, c'est sûr qu'il y a des moments où on va plus travailler. Moi-même, des fois, je travaille le soir, le week-end, mais parce que je le choisis, parce que ça me passionne. Pas parce que je suis persuadée qu'il faut que je fasse ça, sinon je réussis pas, en fait. Oui, parce que c'est intentionnel. C'est que tu le souhaites et que... Oui, c'est vraiment, voilà, tu poses une intention dessus, c'est décidé et c'est pas quelque chose que tu subis, au final. Et de la même façon, s'il y a une journée, je me lève, je suis pas en forme, c'est pas grave. Je vais me prendre en forêt et c'est OK. Mais effectivement, ça doit venir des managers qui sont eux-mêmes des salariés d'un dirigeant. Donc, si le dirigeant a du mal lui-même à penser ça pour lui... Oui, c'est difficile après à diffuser aux équipes. Tout à fait. Ouais. OK. Alors, là, ce que tu nous décris, ça a l'air magnifique. Tout le monde a envie de bosser avec toi, du coup. Mais je me dis qu'il y a forcément des inconvénients à cet aspect d'entreprise libérée. Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, l'entreprise libérée, c'est vraiment de faire un peu sauter toutes ces barrières, ces limites qu'on se met dans le cadre du travail. Et voilà, d'avoir des horaires flexibles, des endroits où travailler qui sont flexibles et tous les autres éléments annexes à côté. C'est vraiment essayer de changer, de transformer le management et les entreprises pour gagner en performance et en bien-être des salariés. C'est ça, si je dois résumer l'entreprise libérée. Donc du coup, ça a l'air très beau, comme tu nous l'annonces. On a l'air d'être dans le pays des bisounours, presque. Mais c'est quoi les inconvénients ou les obstacles que tu as dû traverser? Est-ce qu'il y a des salariés qui étaient complètement OK avec ça ou pas du tout? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça?
Bien sûr. Je te rejoins sur le côté bisounours parce que quand j'explique un peu comment ça se passe dans l'entreprise, c'est souvent ce qu'on dit, que ça doit pas vraiment marcher ou que mes salariés, en fait, dans mon dos, ils font autre chose et que c'est pas si bisounours, si tout rose. En fait, je pense que il y a aucune situation qui est parfaite. Tout dépend de soi et des gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le cas du télétravail et de ce côté vraiment confiance, lâchage. Moi, j'ai une salariée avec qui ça n'a pas marché parce qu'elle venait d'une structure très, très, très carrée, très, très à l'ancienne. Du coup, quand elle est arrivée chez nous, ça a été un choc tellement énorme que ça a été un rejet. C'est-à-dire que pour elle, c'était trop de violence, en fait. Et elle se retrouvait pas parce que quand elle finissait tard, pour elle, elle faisait bien son travail. Donc, elle comprenait pas pourquoi moi, j'allais la voir pour lui demander s'il y avait un problème. Parce que pour moi, si tu finis tard tous les jours, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as trop de travail, il faut qu'on en discute. On va trouver des ajustements, machin. Et puis, en plus, je la voyais s'épuiser. Je me dis, non, si t'as trop de clients, on va en discuter, on va trouver des solutions, quoi. Et en fait, elle voyait ça comme si je le reprochais, en fait. Et du coup, il fallait qu'elle soit plus efficace, fallait que ci, fallait que ça. Enfin, j'ai bien vu qu'elle ne rentrait pas dedans. Donc, je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait pour, comme tout le monde n'est pas fait pour le télétravail et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre plus carré, on va dire. Par contre, il y a plein de nuances de gris entre le blanc et le noir, entre le monde des bisounours et le monde à l'ancienne horrible. Et je pense que c'est là tout l'art du manager et de l'entreprise, c'est de trouver ces différentes nuances en fonction de son équipe. Cette personne-là, on n'a pas pu la garder parce que par rapport à notre culture, je la voyais souffrir, c'était pas possible. Oui. Donc ça, très clairement, ça peut être un inconvénient, c'est de se dire qu'on est obligé d'en tenir compte dans le recrutement. Et le second inconvénient, qui a été, je pense, pour moi le plus dur, c'est d'admettre que les choses vont prendre plus de temps. Parce qu'il y a plein de moments où on se dit, ça serait quand même vachement plus simple si j'arrivais et je disais, maintenant, c'est comme ça, et tout le monde se tait, et puis c'est tout. Plutôt que, faut expliquer, faut argumenter, faut donner sa vision, faut faire adhérer, et des fois, les personnes n'adhèrent pas. Des fois, il y a des sujets, ça a pris 1 an avant que les salariés adhèrent, en fait. Donc, effectivement, faut être patient, ce qui n'est pas ma première qualité. Et surtout, faut être convaincu que, faut en passer par là pour que derrière, on aille plus loin. C'est vraiment le proverbe seul on va vite, plusieurs on va plus loin, c'est exactement ça. Parce que le côté autoritaire, le côté bâton carotte, etc., ça marche très bien à court terme. Mais à moyen long terme, les gens s'en vont, sont plus motivés, et encore plus maintenant. Enfin, je veux dire que tout ce qu'on a traversé, c'est fini, la carotte et le bâton, en tout cas. Donc, on sait que ça va prendre plus de temps. Ça demande du courage, d'avoir quelqu'un qui n'adhère pas, d'y retourner, d'apprendre à raconter des histoires pour que la personne elle adhère, etc. Mais par contre, quand ça marche, c'est tellement génial. En fait, il faut s'accrocher à ça. Il faut dire que, ok, là, ça va être dur, mais à la fin, ça va être bien. Donc, c'est vraiment ça l'inconvénient, c'est de se dire, c'est moins simple que l'autorité, que la dictature, c'est sûr. Voilà, il y a qu'à voir ce qui se passe dans plein de pays démocratiques. Hein. C'est moins simple quand les gens peuvent donner leur avis. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, du coup, il faut les faire adhérer autrement que c'est comme ça. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses non négociables dans l'entreprise. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de discussion. Il y en a très très peu, mais il y en a certains. Mais tu peux nous les citer ? Par exemple, on est spécialisé sur WordPress. Aujourd'hui, on ne va pas le changer. Voilà, on est en 100% télétravail. Si tous les salariés voulaient qu'on reprenne des bureaux, ça serait compliqué. Voilà. On a décidé, pas de faire des sites e-commerce. Il y a quelques trucs comme ça qui sont pas trop négociables. Ça m'est très très peu arrivé, je pense, de sortir cette carte. Bon, je crois qu'une seule fois, j'ai dû dire que ce qui était pas négociable, c'était le fait qu'on puisse faire aussi un peu ce qu'on veut et se donner la chance de parfois contourner certaines règles. Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent sur la pratique. Où on se dit, ok, est-ce que ça c'est discutable ou pas? Mais on se le dit entre nous en fait. Voilà. Et de la même façon, on a des salariés qui nous ont dit que pour eux, ça c'était pas discutable. Notamment sur des questions de salaire, notamment sur des questions de vision d'entreprise. Donc, on a besoin d'être solidaire là-dessus. C'est-à-dire que si moi, demain, je voulais une entreprise de 500 personnes, réparties sur l'ensemble de la planète, je pense qu'il y a une partie de mes salariés, je les perds. Parce que c'est pas ce qu'ils sont venus chercher et pour eux, c'est pas négociable, en fait. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, ouais, l'inconvénient, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est dur aussi, entre nous, enfin, pas vraiment entre nous parce que, voilà. Il y a d'autres personnes qui nous écoutent, mais c'est, parfois, je me sens super seule. Je me sens comme un ovni parce que je discute avec des dirigeants et j'explique tout ça et les gens me regardent. Déjà, je suis une femme. C'est, voilà, dans le milieu des dirigeants, voilà. Et ils me disent, ouais, mais, eux, ils ont des problématiques sérieuses. Ils n'arrivent pas à recruter. Ils ont des fûts de talent, tout ça. Moi, je suis là. Ouais, tout va bien. Hein. Les gens viennent tout seuls. Nous, c'est cool. Voilà.
Et puis nous on fait ci, on fait ça, et enfin je me sens pas toujours comprise. Je me sens effectivement ovni, bisounours, tout ça. Donc c'est pas très cool des fois. Donc je pense que c'est un des inconvénients. Voilà. Ce qu'on échangeait aussi quand on s'était vu en visio il y a quelques semaines, que du coup toi et ton entreprise, vous êtes aussi très en avance, du moins en France, sur ces problématiques-là. Alors ok, il y a pas mal de startups qui avancent aussi sur ces sujets, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, de littérature, de bouquins, de podcasts. Enfin, c'est difficile de se nourrir sur ces sujets-là, et je comprends ton idée de dire tu te retrouves seul aussi et à tester seul. Enfin, c'est difficile pour toi, je pense, de bénéficier de retours d'expérience d'autres personnes sur certains sujets, du coup. En fait, déjà, je savais pas comment ça s'appelait, déjà. Enfin, ce qu'on était en train d'expérimenter. Et à partir du moment où on met des mots comme le mot entreprise libérée, ça donne accès à plein de lectures, plein de choses, etc. Mais c'est vrai que, alors, je ne sens pas du tout comme une entreprise en avance. J'ai l'impression que par rapport à d'autres entreprises que je suis, on est très en retard. Voilà, je suis pas mal sur LinkedIn, Laurent de la Clergerie et LDLC sur la semaine de 4 jours. Je me dis, punaise, ça, on l'a pas encore fait, on a la bourre. Enfin voilà, on a encore des trucs à passer en fait. Donc je ne sens pas du tout en avance. Je pense que de plus en plus, enfin j'espère les gens qui pratiquent ça vont s'exposer. C'est aussi dans ce but-là que je communique sur LinkedIn, et du coup le fait de le faire, je vois des gens qui viennent me trouver pour me dire hey, on fait ça aussi dans notre entreprise. Ah c'est chouette, comme ça on peut un peu montrer des exemples. Mais il y a de plus en plus de livres, et dont des livres qui existent parfois depuis 20 ans en fait, voire plus, et en fait que on n'a jamais, enfin moi je savais même pas que ça existait en fait. Alors, l'option livre, on en parle après. Très bien. On en parle après parce que je sais que tu es une très grande lectrice, et déjà tu m'avais donné plein de super livres à lire quand on avait changé ensemble. Donc je sais que tu as réservé quelques pépites pour les auditeurs et les auditrices. Et alors du coup, tu en es où dans l'expérimentation actuelle de ton entreprise? Là, tu as passé donc les étapes qu'on a dit de télétravail, de grille des salaires, d'horaires libres. Quels sont les sujets qui te préoccupent actuellement? Donc là, tu as évoqué peut-être la question de la semaine des 4 jours, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu es en réflexion aujourd'hui pour aller encore plus loin dans l'entreprise libérée, dans ton agence? Oui, très clairement. Déjà, enfin, je suis convaincue que l'entreprise libérée est un voyage infini en fait, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre quelque chose en place, il y a autre chose qui va pointer le bout de son nez. La semaine de 4 jours est un très bon exemple parce que on est une agence et on vend en premier du temps. Donc c'est très compliqué pour nous d'arriver à se projeter on réduit notre temps de travail et on arrive à délivrer sur les mêmes plannings et assurer les mêmes productions qu'aujourd'hui. Sachant que nous, dans notre semaine de travail, en fait, il y a une partie du temps de la semaine de travail qui est dédiée à autre chose que travailler. Parce qu'on fait de la contribution, donc c'est-à-dire que on paye nos salariés pour qu'ils puissent donner de leur temps à WordPress, et ça, c'est pas facturé à un client. On leur laisse aussi beaucoup de temps pour qu'ils aient des échanges entre eux, pour monter en compétences, pour se former, pour passer des certifications, etc. Donc en gros, sur une semaine de 35 heures, il y a presque 5 à 10 heures qui s'en vont. Donc on s'est dit, si du coup on réduit la semaine de travail et qu'on la passe à 32, est-ce que c'est pas ça en premier qu'on va enlever, à savoir le côté à côté du travail? Oui. Et donc ça, c'est une grosse réflexion qu'on a en ce moment, de réfléchir à tout ça, de dire comment on va demain peut-être arrêter de vendre des jours hommes et vendre de la valeur, mais ça, le monde n'est pas encore prêt, en tout cas, ça va être très compliqué. Ça, c'est la réflexion, donc la semaine de 4 jours. Et j'ai aussi, je pense, des salariés qui ont un peu ce côté entrepreneur, et j'aimerais bien un peu repenser... peut-être leur donner plus d'opportunités pour qu'ils aient envie peut-être de lancer des choses à l'intérieur de l'agence, en fait, s'ils ont envie de contribuer, de sortir de ce côté salarié et de basculer plus dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, le point de fond, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas encore à avoir l'avis de tout le monde sur la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont partagées, mais tout le monde ne donne pas encore son avis sur tout. Il y a qu'une seule partie aujourd'hui qui est partagée et votée. J'aimerais bien qu'on élargisse encore plus ces sujets-là, mais ça nécessite tellement d'informations, et comme l'entreprise ne fait que grossir, je suis dans ce casse-tête de dire ok, est-ce que vraiment l'objectif c'est que 100% des salariés puissent contribuer sur l'ensemble des sujets? Est-ce que je dois switcher, faire plus petit les sujets pour qu'il y ait moins plus de cercles? Enfin bref, ça me fait bien mal au crâne, voilà, aujourd'hui. Et alors, justement, j'allais te demander concrètement, alors tu as commencé à donner des bribes là d'informations parce que tu disais voilà, on décide, on essaye, etc. Comment tu fais concrètement, en gros, avec tes salariés? C'est qu'il y a t'as dit on vote, mais comment ça se passe? Il y a une réunion générale, enfin, non pas généralisée puisque vous êtes en télétravail, mais comment ça se passe concrètement? Alors, déjà, on a mis en place ce qu'on appelle une structure matricielle.
savoir qu'on a différents angles de décision par rapport à des thématiques. Donc, on va avoir, par exemple, une direction technique qui va communiquer avec la direction de la maintenance. Il n'y a pas ce côté pyramidal. C'est vraiment, on essaie d'avoir différentes lignes qui communiquent les unes avec les autres et qui vont du coup adresser certaines thématiques et donc décider ce qu'ils souhaitent faire. Par exemple, là, cette année, on avait besoin de mettre en place de nouvelles technos ou de réfléchir à comment développer nos sites. Eh ben, on a identifié ça en termes d'entreprise et après, c'est eux qui mettent en place. C'est-à-dire que moi, je fais que suivre les retours comme quoi c'est bon, c'est en place, ça tourne ou on a quelques difficultés. Moi, je lâche à partir de ce moment-là. Et pour y arriver, en fait, ces différents responsables de pôle sont dans ce qu'on appelle une team strat, donc une team stratégique qui se réunit tous les vendredis, où on va échanger, soit en mode papote des grands sujets, ou soit discuter un peu plus profondément de problématiques liées à l'entreprise. Et donc là, c'est toujours soumis au vote, à savoir que je compte pas plus que les salariés qui font partie de cette team strat, et on va décider ensemble de certaines choses comme des augmentations, comme d'un recrutement, comme, je sais pas moi, d'une nouvelle activité dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est ce groupe réduit qui vote et pas l'ensemble des salariés qui votent. Et j'arrive pas à me projeter, mais je sais que d'autres entreprises le font, sur ce côté vote, par exemple, des augmentations. Parce que je me dis, c'est vachement dur d'être jugé parti, en fait. Mais d'un autre côté, ceux qui décident sont aussi salariés et je leur donne les bonnes informations pour qu'ils puissent décider. Donc, si je le fais avec 4 personnes, je peux certainement le faire avec 22. Voilà, c'est un peu la réflexion du moment là-dessus. Et donc, je rebascule. Donc, voilà comment on a mis en place le système de décision. Après, je me suis aussi beaucoup inspirée du principe des OKR, avec ce côté très... j'ai envie de dire, les grands objectifs de l'entreprise sont ceux-là. Et après, chacune des équipes le prend à sa charge et développe et met en place de façon alignée avec l'objectif de leur côté. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le résultat, en fait. Et ça a été vital de mettre ça en place parce que si je m'intéresse aux moyens, c'est horrible parce que je vais forcément avoir un avis et ça sera jamais le même que le leur. Et en fait, on va passer plus de temps à discuter des moyens que de faire les choses. Voilà. Par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai complètement lâché avec mon associé. Aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Du moment que on rentre X% de chiffre d'affaires, que les clients sont contents, etc., il fait ce qu'il veut. Mais si je mets mon nez dans ce qu'il fait, je pense que chaque virgule, je peux lui dire qu'il y a ci, il y a ça qui va pas. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc, je le fais pas. Voilà. C'est un sacré lâcher prise, que tu as réussi à faire. C'est très beau, il faut. Sinon, je pense que je le perdais et que je me perdais en même temps. Je sais pas, mais voilà. Ok. Ouais, voilà, c'est plus clair parce qu'effectivement, quand tu disais on vote, on décide, merci d'avoir pris le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que tu sais combien j'aime le concret, donc je pense aussi aux auditeurs et auditrices qui, je pense que cet épisode de podcast va les aider à se questionner dans leur façon de manager et comment est-ce qu'ils peuvent faire un petit pas pour changer les choses. Et c'est bien aussi de pouvoir mettre des images très claires et des éléments concrets sur un peu ces concepts, etc. On a plein de rituels, je complète un petit peu par rapport aux équipes pour rester dans du concret. En fait, on a une réunion tous les jeudis avec l'ensemble de l'entreprise et l'objectif, c'est justement de partager, en fait. Donc, on va pas parler de l'opérationnel, on va partager, j'ai envie de dire, soit du personnel ou soit du côté plus stratégique. Et ça, c'est l'occasion justement d'expliquer ce qui arrive. Donc, expliquer une réflexion sur un nouveau service et pourquoi on se pose ces questions-là. Et chacun est totalement libre d'interagir et donner son avis. Et ensuite, on a un Slack où moi, je vais créer un canal. Donc, voilà, par exemple, on est en train de lancer une académie pour former des futurs clients, etc. Je leur dis, ceux qui sont intéressés par le sujet, vous venez sur le canal et puis chacun peut donner son avis, en fait. Voilà. Et il y a vraiment un côté participatif. Et une fois par trimestre, il y a vraiment le côté plus, on va dire, cérémonieux de bilan trimestriel. On va dire, voilà tous nos chiffres, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a gagné, voilà comment ça se répartit, voilà ce qu'on a commencé à décider. Et de la même façon, chacun est libre de poser des questions et de donner son avis, en fait. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est encouragé à vraiment s'exprimer. Et s'ils osent pas le faire publiquement, on a un outil qui s'appelle Office Vibe qui permet à n'importe quel salarié de donner son avis d'une façon totalement anonyme. Et même si j'entends toujours « oui, mais tu dois savoir qui c'est », etc., faut reconnaître le ton de la personne ou quoi que ce soit. Enfin, on sait qu'il y a des personnes qui font plus ou moins de fautes, donc on peut se douter que... Mais on le fait pas dans cet esprit-là, et ça permet aux gens, justement, de se sentir vraiment libres de dire ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Et parfois, c'est violent, parce que on l'a pas anticipé, on pensait pas que ça n'allait pas sur ce sujet-là, voilà. Mais c'est tellement bénéfique parce qu'on a du feedback constamment, en fait. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Donc voilà, dans les sujets un peu concrets, voilà, pour revenir à ce que tu disais. Les routines mises en place et tout, j'adore, super.
Et pareil, si je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, qui sont pour la plupart managers et donc pas dirigeants. Oui, ok, Émilie, hello, vous êtes sympa là, à papoter entre vous, mais moi, j'ai des personnes au-dessus de moi je peux pas faire ça dans ma boîte, c'est pas possible, tu vois, on n'en est pas là. Quel conseil tu leur donnerais pour commencer à insuffler un état d'esprit d'entreprise libérée dans leur service, dans leur entreprise, avec leur équipe? Parce que moi, je reste convaincue en tout cas que même si on n'a pas la main sur tout, on peut quand même mettre en place des choses pour son équipe, pour sa petite unité à soi et être du coup entrepreneur ou dirigeant de sa petite unité, parce que par le fait manager, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des managers où la direction, de toute façon, c'est clair et net, il n'y aura pas d'entreprise libérée, on n'en est pas là du tout et loin de là, mais quelles sont les petites touches qu'on peut amener dans son service, dans son équipe pour commencer à mettre ça en place? Très bonne question. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans une situation où je ne décidais pas. Mais là en tête, j'ai 2 points qui arrivent. Le premier, et c'est quelque chose que je me dis aussi souvent pour essayer d'être patiente, personne n'a couru un marathon du jour au lendemain. Donc effectivement, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent écouter ce podcast et dire voilà, moi je veux ça demain, sauf que moi je raconte une expérience qui a pris des années. Donc c'est un peu la même chose que si vous regardez la télé, le marathon de New York et on se dit ouais, je vais faire le marathon de New York. C'est pas demain, vous levez, prenez vos baskets que vous avez dans votre placard et c'est parti, vous faites 42 kilomètres et hop. Ou alors faut m'en parler parce que je sais pas comment vous faites. mais c'est ça en fait, la première réflexion, ça va être ok, comment je fais l'entraînement, par quoi ça passe, de quel matériel je vais avoir besoin et ça peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années en fait avant de faire le marathon. Donc ça c'est le premier point, c'est de se mettre d'accord avec soi-même que si on a envie de porter cette transformation dans l'entreprise, alors qu'on n'est pas le dirigeant, il va falloir être patient et ça va passer par plein de choses. Et le second point, je vais te parler d'un livre pour changer. Vas-y. Qui s'appelle Alerte sur la banquise. J'adore ce livre et je le prends toujours en exemple parce que comme j'explique toujours, si les personnes ne sont pas d'accord avec le constat, ça sert à rien de parler des solutions. Si tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a un problème et que tout le monde n'est pas d'accord sur quel est ce problème, ça sert à rien de parler des solutions. Et ce bouquin, c'est vraiment l'histoire de ce pingouin qui n'est pas le chef des pingouins et qui se rend compte que sa banquise, elle est en train de fondre et les autres sont dans le déni total. Donc non, tout va bien, pas de problème, pas besoin de bouger, quoi que ce soit. Et en fait, toute l'histoire du livre, c'est comment ce petit pingouin va aller toucher les bonnes personnes pour que progressivement le groupe, en fait, évolue par lui-même, en fait. Et c'est exactement ça. Y aller en frontal, ça marche pas, ça sert à rien, mais c'est comment par petits bouts, par petites touches, par, on va appeler ça de la manipulation positive, hein, voilà, comme on entraîne les gens avec soi, on va pouvoir justement faire migrer ce groupe de pingouins. J'adore ce livre, il se lit en une après-midi et c'est vraiment avec vraiment les différentes personnalités, le non, c'est-à-dire le salarié qui dit toujours non à tout, qui est jamais d'accord avec rien, c'est un peu stéréotypé, mais c'est exactement ça. Voilà, donc je vous dirais d'être patient, d'y aller doucement et peut-être de commencer par quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, parce que même si le patron veut pas entendre parler de l'entreprise libérée, peut-être que lui, il a envie d'entendre parler de plus de productivité ou de plus de recrutement ou de plus de rétention. Peut-être que c'est ça son problème à lui. Et du coup, l'angle de réflexion va être OK, comment on fait en sorte que les salariés restent plus dans l'entreprise. Et aujourd'hui, interroger et dire OK, le principal point remonté, c'est les horaires. Et si on commençait par dire que OK, j'en sais rien, le vendredi, allez, le vendredi, on choisit ses horaires. Et puis ça va bien se passer. Du coup, allez, 2 jours par semaine. Et puis on gratte, en fait. Voilà. Il faut être patient. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais sur laquelle tu aurais aimé donner ton avis, intervenir ou est-ce que tu penses qu'on a balayé déjà pas mal de choses, même si je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 2 heures sur le sujet sans aucun problème. Ouais, puis je suis bavarde en plus. Mais c'est très bien. Il y a un sujet que toi tu as abordé quand on a discuté tout à l'heure ensemble. En fait, est-ce que c'est plus facile de repartir de zéro et en fait quand on crée une entreprise, de la vouloir libérer tout de suite, ou est-ce que c'est plus facile quand on a déjà une entreprise et qu'on a besoin de la faire bouger? Je me suis posé moi-même cette question quand on a parlé parce que je me suis dit effectivement, si demain je recommence à zéro, est-ce que c'est plus simple? Alors oui et non. Parce que pour que ça s'alimente, moi j'ai eu besoin des retours des personnes en fait. Et j'ai besoin de voir ce qui ne va pas pour réussir à trouver des solutions. Donc si je pars d'une feuille blanche et je pars juste de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ça sera pas du tout la même façon, ça sera pas co-construit avec mon équipe. Donc je pense que ça serait moins riche.
Et après, je me fais aussi l'avocat du diable en me disant que là, s'il y a un dirigeant qui est déjà convaincu et qui souhaite mettre en place un peu de flexibilité dans son entreprise, il peut aussi se dire, OK, les salariés vont voir tout ça changer du jour au lendemain, ils vont se dire, OK, elle est où l'entourloupe, quoi? C'est, oulala, qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait sa crise de la quarantaine, oulala, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez, quoi? Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas évident, mais je pense que ça se travaille. Toujours avec ce côté petit pas par petit pas. On en revient toujours au marathon, mais ça, c'est vraiment le sujet de fond. C'est de se dire, voilà, faut commencer doucement, quelle que soit la situation. Oui. On peut pas tout changer en un claquement de doigts du jour au lendemain, surtout des habitudes de travail qui datent d'années, voire de dizaines d'années, voire de demi-siècles, et qui sont profondément ancrées en nous, en fait. Donc oui, le Covid a révolutionné pas mal de choses, et il y a des milieux comme le tien, notamment l'informatique, qui étaient déjà dans des pistes de réflexion d'entreprise libérée bien avant. Enfin, j'ai informatique pas que, parce qu'il y a des livres dessus qui concernent pas du tout l'informatique et où ça a été mis en œuvre dans des entreprises beaucoup plus opérationnelles et pas uniquement, on va dire, de l'intelligence grise où le télétravail est plus peut-être facile à mettre en place. Mais c'est vrai que oui, une habitude comme ça se change pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de patience, effectivement, pour y arriver. Et notre cerveau, faut le dompter. C'est vraiment parce qu'il va avoir peur et il va forcément se réfugier sur ce qu'il connaît, en fait. Et donc, c'est comment on l'aide. Enfin, c'est pour ça que je pense que le télétravail Covid a été dur parce que c'est pas vraiment ça le télétravail et que ça a été du jour au lendemain, en fait. C'est un peu comme si on a envie de prendre soin de soi, de faire un peu un régime, etc. Du jour au lendemain, on mange plus de chocolat, plus de burgers, plus de ça. On est tous au courant que ça marche pas, en fait. Donc du coup derrière, le régime ça marche pas. Ah bah oui, c'est sûr que ça marche pas le régime. Ça, c'est sûr que comme ça marche pas. Le télétravail c'est pareil, c'est pas chacun chez soi. J'en ai vu travailler depuis la salle de bain. Enfin non, ça marche pas comme ça dans le télétravail. C'est sûr que non. Donc ouais, c'est comment on acclimate son cerveau et on apprend aussi à le connaître sur l'identification de ses peurs et du coup quels petits trucs on va changer au fur et à mesure, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, question de la fin. Quels seraient les livres? Alors, normalement, c'est quel est le livre que tu aimerais recommander? Alors, je sais pas si tu en as choisi un ou plusieurs. Enfin, je dis livre, mais normalement, c'est ressources. Donc, ça peut être aussi un podcast, une vidéo YouTube, une conférence, peu importe. Mais voilà. Quelle est la ressource que tu conseillerais pour les personnes qui s'intéressent à l'entreprise libérée, qui aimeraient aller plus loin sur ce sujet-là? Je ne sais même pas par où commencer. Tellement il y a de livres. En fait, tout dépend, j'ai envie de dire déjà de son stade et de son métier. Il y a des sujets qui sont pas forcément liés à l'entreprise libérée, mais qui peuvent déjà être liés à la prise de recul par rapport à son activité de manager. Moi, je sais qu'une des claques que je me suis pris en livre, c'est le livre Comment se faire des amis, qu'on m'a donné quand j'ai commencé dans la start-up à Lyon, là. Je suis arrivée avec mes gros sabots et au bout de quelques jours, le CEO est venu me voir en disant « Tu sais, Émilie, tu vas lire ce livre, ça va te faire du bien. » Parce que je me rendais pas compte que je parlais mal aux gens à ce point-là, en fait. Parce que personne me l'avait jamais dit plus ou moins comme ça, en fait. Et déjà, ne serait-ce que d'apprendre que ce qui compte, c'est pas nous, en fait. Et que ce qui compte, c'est ce qu'on cherche à faire ensemble. Et du coup, on va devoir écouter l'autre personne, en fait. Il y a une citation dans ce livre qui dit « On ne récolte pas du miel en secouant la ruche », je crois que c'est ça. J'adore, en fait, parce que c'est exactement ça. C'est pas en secouant les gens, en leur parlant mal ou en imposant, nous, notre façon de voir, que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment Comment se faire des amis, c'est vraiment un livre que j'adore. Alors, je tiens juste à préciser, il a été écrit il y a un petit moment, donc le style est pas évident. Oh oui. Mais voilà, les concepts sont intemporels, donc effectivement, c'est un classique à lire en management. Il faut, accrochez-vous sur le style qui est vraiment écrit, je crois, au début du 20e. Non, il est quand même, je sais 1940, enfin, début du 20e. Ouais. 1940, ouais. Je crois. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble qu'il a été écrit. Je me rappelais pas qu'il était si vieux, tu vois. Je l'aurais vu plus récent, toi. Je sais pas pourquoi. Ou je confonds avec un autre, peut-être. Je me demande s'il est pas des années 80, parce qu'il est très américain, c'est sûr. Mais peut-être parce que c'est un peu le souci de lire plein de livres, c'est qu'après, je les mélange. Ouais, non, celui-là, j'ai souvenir qu'il était pas évident, mais les concepts, sont intemporels, se lisent bien. Non, j'ai en tête des exemples avec Roosevelt et tout, c'est pour ça. Peut-être. Mais en tout cas, bref, lisez-le. Voilà, lisez-le. En tant que manager, lisez-le et allez au-delà du côté un peu lourdingue, un peu lourd de l'époque, du style d'écriture de l'époque. Tout à fait. Ensuite, j'en ai tellement, tout ce qui va être sur l'entreprise libérée, de toute façon. Tous les livres de Isaac Getz vont être intéressants. C'est vraiment le pionnier. Et si vous aimez pas lire, au pire, vous allez voir ses conférences sur YouTube. C'est vraiment une des premières personnes à avoir mis le nom sur l'entreprise libérée. Mais ça peut aussi faire peur parce que il va loin, en fait.
L'entreprise altruiste, par exemple, ça va très loin. Il faut déjà être passé par certaines étapes de réflexion avant d'en arriver à jusque-là, en fait. J'aime beaucoup le patron qui ne voulait plus être chef. Ouais. Oui. Alors celui-là, je l'adore parce que en premier, c'est un dirigeant qui l'a écrit. Parce que c'est un petit peu ce que je reprochais aux podcasts que j'écoute ou à des livres que je peux lire parfois, c'est que c'est des gens qui n'ont pas eu d'entreprise. Donc c'est super, hein, j'aime beaucoup Julia de Funès, etc., et son approche, etc. Mais je vais pas avoir la même écoute si c'est quelqu'un qui est comme moi, entre guillemets, qui traverse le même quotidien que moi, que quelqu'un qui a une autre expertise, en fait, même si elle a déjà travaillé en entreprise, etc. Là, c'est pas pareil, c'est un dirigeant qui a monté sa boîte, qui a connu des problèmes. Enfin voilà, ça m'a plus touchée, en fait, plus parlé. Et la même chose qu'une entreprise de cœur, une affaire de cœur de Hubert Joly. Pour le coup, vraiment vision à l'américaine d'une énorme boîte. On se dit c'est pas possible de remettre l'humain au centre d'une boîte pareille. Et en fait, il le fait et c'est brillant et ça cartonne. Trop de livres, mais déjà c'est bien. Mais ouais, et je mettrai les liens dans les notes de l'épisode forcément. Et vraiment comment devenir un optimiste contagieux. Je pense que c'est le premier livre que je recommanderais aussi en manager, dirigeant, etc. parce que ça parle de tout ce côté reprogrammation de son cerveau pour apprendre à son cerveau à penser autrement. Et c'est important. Parce que avant le travail de l'entreprise, c'est un travail individuel, en fait, de ce travail libéré, en fait, par l'entreprise libérée. Et si soi-même on n'est pas convaincu et qu'on n'arrive pas à s'appliquer sur soi, c'est impossible de l'attendre des autres, en fait. Ben super. Bon alors là ça en fait de la lecture. Hein. Je suis désolée. J'ai des vidéos si tu veux pour ceux qui préfèrent. Mais ouais. Il y a pas de souci, mais on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode bien évidemment. Merci beaucoup Émilie pour ton partage d'expérience, tes réflexions, tes conseils. J'ai adoré t'écouter. Pour celles et ceux qui aimeraient te suivre, te rejoindre, en savoir un peu plus, échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Un premier sur LinkedIn. Voilà, Émilie Lebrun. Je serais ravie, j'échange, je réponds à peu près à tout le monde. Si c'est pas pour me vendre des produits, je prends normalement tout le temps de répondre. J'ai également un podcast qui parle de l'entreprise libérée, qui s'appelle Libère ta boîte, avec un épisode normalement tous les vendredis. Mais je m'autorise parfois à prendre un peu de retard par rapport à la semaine en me disant c'est pas bien grave. Voilà, et c'est mes principaux canaux d'expression. De toute façon, sur LinkedIn, j'y suis tous les jours et j'adore échanger, vraiment partager. Donc, n'hésitez pas. Oui. Ben, merci beaucoup, pareil. Tous les liens seront dans les notes de cet épisode et aussi sur les notes de l'article de blog qui est relié. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ton partage. Merci. Merci à tous celles et ceux qui nous ont écoutés. Je suis sûre que là, le cerveau commence à réfléchir à plein de choses à mettre en place, à essayer de faire ce petit pas vers l'entreprise libérée. Merci beaucoup et je souhaite à tout le monde une très bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.